Amis auditeurs, bonjour. Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du Pharma Group. La loi santé vient enfin d'être publiée dans le journal officiel. Cela s'est passé le 29 juillet de cette année. Elle passe de 269 articles à 450 avec une augmentation en volume de 86%. À travers les chiffres, on a 40 articles approximativement pour les professionnels de santé, une soixantaine en lien avec l'éthique, la déontologie, la bioéthique, autant pour les produits pharmaceutiques, et les dispositions pénales bénéficient quant à elles d'une quarantaine d'articles, ceci pour les chiffres. Ajoutons à cela le travail qui reste à faire avec l'élaboration des dispositions, des textes réglementaires, pardon. On en a identifié à peu près une cinquantaine. Avec nous, pour en parler, le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Lotfi Ben Bahmed. Merci Lotfi Ben Bahmed d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Je reste toujours disponible pour Pharma Group et pour notre confrère et ami Kedet Abdeltif. Le sujet en plus est plus que d'actualité avec la loi sanitaire. Très bien. Alors, les nouveautés, bien sûr, le médecin référent, un certain nombre de nouvelles définitions ont été données, et un élément qui reste aux yeux des pharmaciens assez fondamental, il s'agit des soins de santé et de la nomenclature en l'occurrence. Lotfi Ben Mahmoud, vous êtes diplômé de la faculté d'Alger en 92. Vous avez également un master en management des entreprises. Vous êtes gérant d'une entreprise de distribution de médicaments, et vous avez intégré dès sa création le Conseil de l'Ordre, en intégrant non seulement la SOR d'Alger, la section ordinaire régionale des pharmaciens d'Alger, mais également le Conseil national depuis donc sa création, je pense, en 99. Puis vous êtes passé président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Vous avez été fondateur et président de l'interordre des pharmaciens du Maghreb. Et puis plus récemment, ça date du mois de juin, vous avez été élu à la tête de l'interordre des pharmaciens d'Afrique. Et à cette occasion, vous avez été reçu par le président du Burkina Faso. Ça se passait à Ouagadougou. Oui, Christian Kaboré. Une question qui nous vient tout de suite à l'esprit. De quoi avez-vous parlé ? De pharmacie, forcément, de pharmacie, puisque c'était en marge justement du Forum pharmaceutique international. Et Monsieur Kaboré, président de la République du Burkina Faso, pays des hommes intègres. On dit que le Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres. Donc pour nous, c'était un double honneur d'être à la fois à la tête d'un organe de déontologie, mais en plus au pays des hommes intègres. Nous avons été très bien reçus. Monsieur Kaboré a fait preuve nous a beaucoup soutenus dans cette démarche d'organiser ce forum, et de plus, il nous a étonnés par les larges connaissances qu'il pouvait avoir sur le secteur. Si on devait résumer les préoccupations qu'il avait en tant que président de la République, c'était forcément développer l'accessibilité de sa population à travers non seulement le développement des pratiques pharmaceutiques, mais aussi d'un outil industriel sur le territoire du Burkina. En cela, l'expérience algérienne lui était pour lui intéressante parce que l'Algérie, en 10-15 ans, avait développé non seulement une industrie pharmaceutique performante, mais avait réussi aussi à mettre en place une sécurité sociale qui permettait une large accessibilité des produits pharmaceutiques à ces populations. Très bien. Alors, nous, plus proches de chez nous, donc, on a la chance d'avoir dans ce nouveau texte la mise en place de l'Observatoire national de la santé, dans son article 11, qui donne la possibilité d'avoir un rôle assez consistant pour le Conseil de l'Ordre. Donc, il devrait contribuer à l'élaboration des éléments de la politique nationale de santé. C'est un élément incontournable sur la base de données autant scientifiques que statistiques, d'après les éléments qui figurent dans cet article, démographique, économique et social. Alors, cet observatoire présente tous les critères pour exploiter l'une des bases de données de santé les plus importantes que notre pays n'ait jamais constituées. Il s'agit de la base de données de la sécurité sociale, qui constitue un véritable big data
qui est continuellement alimenté depuis 2006 à ce jour, soit 12 années approximativement, de stockage d'informations pour les plus de 10 000 pharmaciens implantés à travers l'ensemble du territoire national. Le Conseil de l'ordre peut contribuer par son expertise pharmaceutique à l'exploitation de telles données et à la production d'informations fiables. Est-il envisagé une telle démarche avec le ministère de tutelle du Travail, de la Sécurité et de la Sécurité sociale, cette base étant alimentée par les pharmaciens du pays. Dans le cadre de leur pratique professionnelle, le Conseil de l'ordre a forcément un droit de regard sur ces données. Donc, est-il envisagé une collaboration dans ce sens qui permettrait d'exploiter les données alimentées par les pharmaciens? Oui, complètement. Nous avons déjà saisi le ministère du Travail à plusieurs reprises, notamment lors des dernières réunions que nous avions eues avec nos amis du SNAPO. Dans le cadre, vous savez, à un moment donné, le ministère du Travail voulait réviser la convention dite du tiers payant qui lie les caisses avec les pharmaciens d'officine. Et nous avions discuté justement de la possibilité de rémunérer, on en reparlera tout à l'heure certainement, les pharmaciens sur leur acte pharmaceutique, et notamment sur l'éducation thérapeutique. Et dans ce cadre, il fallait faire des évaluations chiffrées justement pour que si on devait substituer la majoration qui pour eux n'avait plus lieu d'être étant donné que les produits fabriqués localement étaient interdits à l'importation, donc pour eux c'est une substitution qu'ils payaient sans contrepartie. Si on devait la substituer par une éducation thérapeutique, il fallait chiffrer, avoir des chiffres et une approche chiffrée sur le nombre de malades chroniques, le nombre de diabétiques, le nombre d'ordonnances. Et on leur a bien fait comprendre que ces chiffres, justement à travers ce big data que vous citiez, ils l'avaient, mais simplement, a priori, ils l'ont de manière brute, pas de manière affinée. Ils n'ont pas d'outils informatiques ou de logiciels ou de personnel pour pouvoir prendre en charge, malheureusement, l'analyse de ces données, qui serait à la fois précieuse, non seulement pour chiffrer et faire de la prospective par rapport aux différents actes que pourrait faire le pharmacien et les évaluer, mais aussi dans le cadre de l'épidémiologie ou de tous travaux de recherche qui pourraient concerner la santé. D'accord. Alors, il y a un élément d'actualité tout proche. Je sais que vous êtes en réunion et que l'ensemble des sorts, en tant que Bureau national, et l'ensemble des sorts sont en réunion par rapport au calendrier qui se présente, par rapport aux élections et par rapport à cette nouveauté qui est introduite dans la loi à travers les articles 346 à 353 en lien avec la séparation des ordres. Je sais que c'est une grande avancée que cette séparation, c'est un élément qui avait été revendiqué par l'institution ordinale. Comment envisagez-vous cette mise en place et quels sont les délais nécessaires pour la rendre pratique? Oui, effectivement, depuis la création des ordres, il faut savoir que historiquement, quand a été promulguée la loi 90, qui modifiait la loi 8505 qui mettait en place les ordres, il y avait eu un lobbying à l'époque pour que on reste toutes les professions médicales sous un même chapeau qui était le Conseil national de déontologie médicale. C'était quelque part une manière pour l'Union médicale algérienne, de continuer à perpétuer son existence à travers ses conseils. Bien heureusement, le décret 92 de 76, qui est paru ultérieurement, a donné toutes les prérogatives, notamment celle qui est la plus importante, c'est-à-dire la prérogative disciplinaire, aux sections ordinales nationales. Donc, ce qui faisait que le Conseil national de déontologie médicale n'avait pour compétence, a priori, que l'organisation commune des élections, la rédaction d'un code électoral et la validation de ces élections à travers la Commission nationale d'organisation des élections. Donc, dès nos premières années d'engagement au niveau des ordres, à partir de 1996, là où les ordres ont été remis en place et ont pu réellement commencer à exercer leurs prérogatives, nous avions demandé aux autorités la séparation des ordres comme il se doit, étant donné que même si nous avons une proximité naturelle avec nos confrères médecins et dentistes, la nature des exercices est réellement différente. Et même si beaucoup d'articles de déontologie nous pouvaient nous réunir, comme le secret professionnel ou l'entente entre confrères, enfin, tout ce qui se rapporte au comportement du professionnel ou médical,
mais en ce qui concernait la nature de l'exercice, effectivement, il y avait de très grandes différences. Donc, nous avions demandé cette séparation des ordres, on nous avait toujours répondu de manière positive, et là, ça a été consacré par cette nouvelle loi. Alors, comment ça va se traduire? Ça va se traduire, c'est que nous avions, bien sûr, comment dire, prévu dans l'article 447, justement, que les ordres actuels continueraient à exercer en attendant l'installation des nouveaux conseils. Bon, on avait demandé la dénomination d'ordre des pharmaciens, d'ordre des médecins et d'ordre des chirurgiens dentistes. Bon, c'est devenu conseil de déontologie des médecins, des pharmaciens et des dentistes de manière séparée. Et il fallait des dispositions transitoires. Parce qu'après, avec la promulgation de la nouvelle loi, le risque était qu'on promulgue, on crée ces nouveaux conseils, on ne prévoit pas des dispositions transitoires, et qu'en attendant les décrets d'application, les professions médicales se retrouvent sans ordre et sans encadrement déontologique. Donc, il a été prévu justement dans l'article 447, comme je disais, des dispositions transitoires qui permettaient aux ordres de fonctionner en application de l'ancienne loi, en attendant que les nouveaux décrets paraissent et que les nouveaux ordres soient installés. Ce qui fait que nous organisons donc nos élections, comme d'habitude, tous les 2 ans, c'est-à-dire le renouvellement par moitié, le 15 novembre donc, 2018 hein, pour les élections régionales et en janvier pour les élections nationales. Et les ordres continueront à fonctionner et nous travaillerons avec les autorités pour la rédaction des nouveaux décrets. Et une fois que le décret paraîtra sur le rôle et les prérogatives du Conseil de déontologie des pharmaciens, on réorganisera certainement des élections qui seront totales. Donc, ce ne sera pas des élections par moitié et qui seront organisées par le ministère de la Santé. Parce que le futur décret, forcément, apportera des changements, peut-être dans la nature des catégories, dans la composition des régions. Nous aussi, on essaiera de capitaliser sur l'expérience de ces 20 dernières années. Parce que je rappelle que les ordres exercent depuis 1998. Nous sommes en 2018. Donc, d'ailleurs, les prochaines rencontres internationales, nous fêterons les 20 ans des ordres. Et nous capitaliserons donc cette expérience pour voir ce qui a fonctionné, s'il n'y avait pas trop de commissions, enfin, il y a beaucoup de problématiques qui n'avaient pas trouvé de réponse dans le décret que nous essaierons de compléter. Nous prendrons aussi, bien sûr, l'exemple de ce qui est rédigé à travers chez nos confrères de certains pays développés qui ont modifié leur code de déontologie, notamment sur les aspects, par exemple, de publicité, d'utilisation d'Internet par les professionnels. Oui, justement. Voilà, hein, il y a de nouvelles dispositions. Mais aussi sur la responsabilité du pharmacien dans la vente, par exemple, des compléments alimentaires ou de certains produits dont le bénéfice n'est pas forcément prouvé et qui coûte relativement cher et qui pourrait tromper le malade ou le consommateur, en tout cas sa patientèle. Mais enfin aussi, surtout, sur les différents aspects qui devront revêter, qui concernent les services liés à la santé et l'éducation thérapeutique, que nous devrons, comment dire, anticiper, notamment avec la mise en place d'une autorité de la formation continue qui devra prendre en charge ces problématiques. Alors, parmi les nouveautés, il y a des définitions qui ont été précisées, en l'occurrence, ce qui n'existait pas auparavant, en lien avec l'activité pharmaceutique, c'est essentiellement la mission de service public. Hein, dans un certain nombre d'articles, 90, 171, etc., un certain nombre d'articles. C'est un élément donc, que l'on ne retrouverait pas dans la loi précédente. Ça nous amène à introduire la question sur la propriété du fonds de commerce en tant que mission ayant la mission de service public. Et on se souvient, cette année, il y avait une très forte polémique parce que dans cette nouvelle loi, l'alinéa portant la propriété du fonds de commerce avait disparu. Hein, la propriété du fonds de commerce pour le pharmacien. Le Conseil d'ordre et le syndicat étaient intervenus pour rétablir cet élément. On se souvient donc de la colère que cela avait suscité au sein de la profession. L'article 309 donc rapporte
cependant que les structures et les établissements privés de santé, dont fait partie l'officine, peuvent être créés ou exploités par toute personne physique ou morale. Cela ne constitue-t-il pas une menace sur le monopole de la dispensation des médicaments qu'ont les pharmaciens? Non, du tout, puisque l'article qui correspond au fonds de commerce, il est clair que le pharmacien est propriétaire et gestionnaire du fonds de commerce dont il a la responsabilité. La phrase habituelle, enfin, l'article habituel a été repris. Alors, je précise une chose pour que nos confrères que les choses soient bien claires. Pour tout le chapitre médicaments et pharmacie, l'ordre des pharmaciens et le syndicat ont été très largement consultés, pour ne pas dire que nous avons pratiquement rédigé quasiment tous ces chapitres-là. Donc, nous n'avons pas simplement donné notre avis, mais nous avons été pratiquement acteurs, sinon rédacteurs, d'une large partie de ce projet de loi. Et ma personne, en l'occurrence, a été même utilisée par le ministère de la Santé pour présenter ce projet de loi, par exemple, à l'Institut national d'études et stratégie globale, à différentes institutions de l'État, où le ministre de l'époque me missionnait avec d'autres cadres du ministère de la Santé, et j'étais quelque part la personne ressource pour pouvoir présenter cette partie de la loi, que ce soit devant certaines institutions de la République ou devant des médias nationaux. Donc, bien sûr, le monopole, pour nous, était plus qu'une exigence. C'est un fondement de notre profession, un fondement auquel nous étions attachés. Je rappelle que dans les années 2000, déjà, il y avait eu une tentative de démonopolisation à travers un décret présidentiel qui, bien heureusement, avait été retiré. Cette fois-ci encore, nous voyons bien qu'il y a des lobbies qui existent, qui rôdent autour de notre profession et qui aimeraient justement s'accaparer de ce dernier maillon qui continue à résister à la commercialisation à tout prix de la santé, et celui de l'officine qui passe toujours par un praticien qui est le pharmacien, un officiant qui est le pharmacien d'officine. Donc, dans la rédaction de la loi, du projet de loi, tel qu'il avait été débattu, je dis bien tel qu'il avait été débattu devant la commission santé et affaires sociales, cet article existait. Il n'y avait pas de remise en cause du monopole. C'est simplement, je dis bien 10 jours avant le passage de cette loi devant l'Assemblée nationale, que des mains malheureuses sont venues modifier le texte sans qu'il passe, sans que ce soit devant la commission santé et affaires sociales. Aucun membre de la commission santé et affaires sociales n'était au courant de cette manipulation. Et c'est réellement, je ne dis pas par hasard, parce que nous étions quand même attentifs, quelques jours avant ce passage-là, que nous nous sommes rendus compte, moi à travers justement des articles de certains confrères journalistes, Jamila Kourta, pour ne pas la citer, d'Al-Watan, qui faisait un article sur une autre partie de la loi. Et comme je vous le disais, comme j'ai l'habitude de présenter la partie pharmacie, à force d'écouter les autres confrères sur une autre partie de la loi, j'en maîtrisais au moins les contours. J'avais compris qu'il y avait eu des changements. Du coup, je me suis rapproché de la commission des affaires sociales qui a refusé à ce moment-là de m'envoyer une mouture. Et même les quelques députés qu'on connaissait personnellement n'en avaient que quelques feuillets. Nous avions donc, à travers cette journaliste, pu récupérer une copie, une photocopie de photocopie. Et là, nous nous sommes rendus compte du photo rose, qui était complètement dramatique, et de la modification. Enfin, non seulement le pharmacien n'était plus l'unique propriétaire, mais en plus, l'article renvoyait aux établissements pharmaceutiques. C'est-à-dire que la pharmacie aurait été considérée comme un établissement comme un autre, et aurait pu donc être sa responsabilité pharmaceutique assurée par un directeur technique. Donc, il ne s'agissait pas pour nous d'une omission, mais réellement d'une volonté préméditée de vouloir attenter et remettre en cause le monopole. Donc, nous avons réagi tout de suite. J'ai tout de suite appelé mon ami et confrère, M. Bellandry, président du SNAPO. J'ai d'abord appelé, bien sûr, le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé nous a expliqué que c'était du ressort du pouvoir législatif. Ils n'étaient pas au courant. C'était donc juste les députés. Donc, j'ai appelé
M. Aude, et nous avons fait séance tenante un communiqué commun que nous avons envoyé à la présidence de la République, à l'ensemble des chefs de partis politiques, à l'ensemble des ministres et à l'ensemble de la presse. Et comme il se doit, le syndicat a appelé à la mobilisation et même à la grève face à ce danger qui était plus qu'imminent et qui pouvait remettre en cause nos exercices de manière profonde. Voilà. Alors, Et je précise une chose quand même. Je pense que dans notre argumentation, l'élément clé qui avait convaincu les autorités la première fois et que nous avons réaffirmé cette fois-ci, ce n'était pas non seulement le fait que notre exercice pouvait connaître une dérive commerciale, mais c'est surtout le fait que la remise en cause du monopole constituerait des chaînes de pharmacie qui auraient pu être dans les mains de personnes qui remettraient en cause la souveraineté nationale sur sa santé, sur la politique. Vous savez, c'est plus facile pour la sécurité sociale ou nos autorités de travailler avec des pharmaciens d'officine atomisés. Demain, une chaîne de pharmacie pourrait tomber sous les mains d'une puissance étrangère. On l'a vu pour certains laboratoires pharmaceutiques, et ça pouvait remettre en cause la souveraineté même du pays sur les politiques, sur l'impression des politiques de santé. D'ailleurs, si nous comparons les pays qui disposent de chaînes de pharmacie par rapport aux pays où la pharmacie reste un exercice monopolistique, nous constatons de manière claire que dans ces pays-là, les prix à l'enregistrement sont beaucoup plus élevés que dans les pays où il y a le monopole. Paradoxalement, théoriquement, la mise en place des chaînes de pharmacie ou la démonopolisation devrait faire baisser les prix. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il est prouvé que ce soit en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou en Suisse, où il existe des chaînes de pharmacie, les médicaments sont beaucoup plus chers que dans les pays où l'activité est monopolistique, parce que des lobbies sont constitués et il y a des résistances économiques importantes qui obligent les autorités de régulation à ne pas baisser les prix. Alors, il y a, c'est été dit par l'Organisation mondiale de la santé, le fait que l'activité pharmaceutique est uniquement liée, je dirais, à le mode de rémunération du pharmacien, soit uniquement lié à une activité commerciale, liée à une opération d'achat et de vente, suscite certainement les intérêts. Et il y a une bonne nouvelle dans cette nouvelle loi, en l'occurrence avec l'article 179, qui introduit la notion de service de santé. Qui dit service de santé, lié à la santé, service pharmaceutique, qui sont clairement définis par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, les nouveaux services pharmaceutiques qu'on pourrait appeler, qui ont été identifiés par l'OMS à travers leur document référence de 2006 et qui énumèrent la classification de la pratique pharmaceutique en dehors des activités commerciales. Dans cette nouvelle loi, l'article 335 qui évoque l'élaboration de la nomenclature des actes de soins, dont forcément les actes pharmaceutiques, dont font partie les soins pharmaceutiques, selon la définition de l'OMS, ainsi que leur tarification. La question est la suivante: à la lecture des nombreuses publications faites dans notre pays sur le sujet de l'élargissement de la pratique pharmaceutique, le Conseil de l'Ordre compte-t-il participer aux travaux de cette commission et faire des propositions pour y intégrer les actes pharmaceutiques identifiés et leur tarification, avec en l'occurrence, grâce aux travaux du Conseil de l'Ordre, l'éducation thérapeutique, il peut y avoir l'opinion pharmaceutique, je n'en cite que quelques-uns, la validation thérapeutique de l'ordonnance, les services d'urgence, la prise sous surveillance l'anticoagulant, l'antisémica, l'entretien de polymédication, la préparation de la dose administrée qui est relativement très importante, particulièrement pour les sujets âgés. Donc le Conseil de l'Ordre compte-t-il intégrer cette commission de la nomenclature des actes? Oui, complètement. Je rappelle une fois de plus que ces services liés à la santé étaient notre proposition et que nous l'avons défendu bec et ongles. Et que nous avons participé à de très longues réunions, parfois jusqu'à 23 heures au ministère de la Santé, à la direction de la pharmacie, pour les convaincre de la pertinence de ces propositions en argumentant justement non seulement les préconisations, avec les préconisations de l'Organisation mondiale de la santé, mais les différents modèles qui existaient qui permettaient une meilleure prise en charge des malades. Et nous avions eu aussi le soutien inattendu du ministère du Travail, le docteur Bourkaïeb, qui avait intégré
ces notions-là et qui les trouvaient pertinentes et qui ont voyé complètement l'utilité dans le cadre de la prise en charge des malades algériens dans le cadre du tiers payant. Et effectivement, on voit bien que nos malades, notamment nos diabétiques, même s'ils sont pris en charge médicalement, même s'ils sont médiqués, s'ils ont accès aux médicaments, pourtant, près de 80% d'entre eux restent encore déséquilibrés. Donc, il est clair qu'il y a un travail profond à faire de prise en charge et l'accès qu'ils ont aux praticiens, aux médecins, se fait une fois tous les 3 mois, dans des conditions que l'on connaît, parfois où il y a juste un simple renouvellement de l'ordonnance qui se fait. Et donc, l'accompagnement par un professionnel de santé, qui est le pharmacien, qui pourrait accorder plus de temps, peut-être vérifier un certain nombre de constantes, donner des conseils diététiques, aider le malade à mieux utiliser les dispositifs dans le cadre d'une véritable consultation, serait un plus. Pour la commission de nomenclature des actes, très sincèrement, ce serait la logique que ces actes soient intégrés. Mais a priori, ce n'est pas l'optique du ministère du Travail actuellement. Je m'explique. Puisque cette nomenclature des actes n'a pas été réactualisée depuis des décennies et que la sécurité sociale ne pourrait pas supporter jusqu'au jour d'aujourd'hui et ne veut pas supporter une revalorisation des actes. Donc, si vous voulez, ces actes-là sont rémunérés dans le cadre de la convention du tiers payant. C'est ce qu'ils ont voulu faire d'ailleurs avec les médecins. Aujourd'hui, il y a des médecins qui sont conventionnés, qui sont remboursés ou dont la consultation médicale est remboursée, je crois, à 500 ou 600 dinars, alors que dans la nomenclature des actes, le tarif est toujours l'ancien tarif, je crois, à 70 dinars ou à 100 dinars. Donc, dans le cadre de la convention, il y a des forfaits qui sont développés. C'est une manière pour la sécurité sociale, quelque part, de développer l'accessibilité tout en ayant une maîtrise un petit peu des dépenses et en conventionnant pour pouvoir mieux intégrer et contrôler à la fois la prescription. Parce qu'on le voit bien et il commence à le comprendre bien heureusement que les dépenses ou l'explosion des dépenses ne vient pas du seul fait du pharmacien qui souvent ne fait que justement exécuter les prescriptions du médecin, mais très souvent des prescripteurs qui ont un véritable chèque en blanc qui est l'ordonnance et qu'il faut mieux maîtriser, non seulement en termes de de coût, mais aussi de pertinence pharmacologique. Alors justement, dans cette continuité, la loi a bien été élaborée dans ce sens, du moins de mon point de vue. C'est l'instauration dans l'article, à travers l'article 290, du projet d'établissement et de la démarche qualité. Alors, les établissements et les structures publiques et privées, autant publiques que privées, qui assurent un service public de santé, sont tenus d'élaborer un projet d'établissement. Les officines appartiennent à cette catégorie. Cela veut-il dire qu'il existerait des établissements et structures de santé non investis de services publics de santé? N'y a-t-il pas un paradoxe? Et cela ne nécessite-t-il pas des éclaircissements de la part des pouvoirs publics? Oui, à mon avis, il y a différents articles sur lesquels justement il y a eu beaucoup de remarques qui ont été faites dans leur discussion à l'Assemblée nationale par de nombreux confrères, de nombreux syndicats ou ordres ou associations qui trouvaient certaines dispositions qui n'étaient pas forcément pertinentes ou qui étaient contradictoires. Historiquement, lorsque nous voyons même la loi 8505, nous voyons très bien que les textes réglementaires, même les articles qui appelaient à mettre en place une voie réglementaire, n'avaient pas forcément été mis en place, malheureusement. Pour l'officine, nous avions les analyses médicales, nous avions aussi les produits vénéneux sur lesquels il y aura des arrêtés réglementaires qu'on attend jusqu'au jour d'aujourd'hui. Moi, je pense que cette loi sera forcément analysée et qu'on essaiera au fur et à mesure, parce que les rédacteurs ne sont plus forcément aujourd'hui au niveau du ministère de la Santé, il y aura une interprétation qui sera peut-être plus pertinente. Par exemple, je cite, tout à l'heure, vous parliez de Big Data. C'est un sujet qui est passionnant et qui est très important. Nous avons vu dans la loi la volonté du ministère de la Santé de créer une carte pour chaque malade, avec un numéro. La logique, l'intelligence, le bon sens voudrait que cette carte et ce numéro ce soit celui de la carte FIFA pour que tout soit intégré. En Europe, tous les pays, dont la France, qui ont essayé de mettre en place un dossier médical qui était indépendant
de celui de la sécurité sociale ont été un échec patent. Le dossier pharmaceutique qui a été lié à la carte vitale en France, par exemple, a réussi. Le dossier médical qui était déconnecté n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, la réflexion est menée et c'est ce qu'ils sont en train de faire le même travail qu'ils ont fait pour le dossier pharmaceutique pour que le dossier médical suive le dossier pharmaceutique. Donc, il est clair que parfois, certains articles, je pense, seront interprétés et auront différemment en fonction vous savez, quand la réflexion débute, parfois les choses évoluent et les gens comprennent après, lorsqu'il s'agit justement, et tout l'enjeu sera dans la rédaction des textes réglementaires, de la pertinence de développer tel ou tel fondement qui existe dans la loi. D'accord. Alors, encore, dans le continuité de cette logique, on parlait de soins pharmaceutiques, les soins de santé, les soins pharmaceutiques. On a parlé ensuite de projets d'établissement avec démarche qualité. Et bien sûr, il y a l'incontournable obligation pour les professionnels de santé d'entretenir leurs connaissances à travers l'article 170 de l'actuelle loi. Le Conseil de l'ordre, donc, est l'institution qui semble être la mieux placée pour contrôler et valider les formations qui vont être mises en place. Envisagez-vous d'investir le créneau et de quelle manière? On sent que ça tire un peu dans tous les côtés, je dirais, en matière de formation, et alors que le Conseil de l'ordre est, je dirais, l'institution la mieux placée pour valider et contrôler ces formations. Donc, envisagez-vous... Complètement. D'ailleurs, sur ce sujet, je ne vous cache pas qu'on a été laissé sur notre faim. Nous avions fait des propositions beaucoup plus élaborées où on avait demandé la création d'une autre autorité de la formation continue. Oui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la formation continue, elle est parfois assurée pour le professionnel de santé publique, mais pas pour celui de l'exercice libéral. Et nous avions demandé donc la mise en place de cette haute autorité. On nous a expliqué que la loi, déjà, il y avait une inflation d'articles et qui laissait ça peut-être demain à un décret qui viendrait le préciser. C'est peut-être un mal pour un bien. Ça nous permettra peut-être, sur un futur décret sur la formation continue, de travailler de manière plus réfléchie et de manière plus concise pour mettre un texte beaucoup plus complet qui nous permettra d'encadrer la formation continue. Parce que ce n'est pas simplement une nécessité, c'est même vital pour pouvoir, justement, au jour où non seulement les pratiques vont se développer, on a parlé de l'éducation thérapeutique, des services liés à la santé, mais il y a aussi tous les changements qui existent dans la pharmacologie à travers la mise en place des produits de biotechnologie, de biosimilaires, alors soit pour nos confrères prescripteurs ou pour les pharmaciens. Il y a de lourds chantiers qui nous attendent pour pouvoir mettre à jour et valider nos connaissances. Et si le professionnel de santé, que le pharmacien, qui était l'homme du médicament, doit venir recentrer son activité, son exercice sur le malade, il lui faudra bien sûr revoir sa formation initiale et sa formation continue avec certainement des modules de sémiologie. Bon, il y a ça et là des modèles qui ont été développés qui fonctionnent par arborescence, qui permettent aux pharmaciens, dans le cadre justement de services liés à la santé et cet accompagnement, cette éducation thérapeutique, de pouvoir être guidés de manière pertinente pour prendre en charge tel ou tel cas ou telle médication. Mais ceci doit être encadré. Parce qu'effectivement, nous avons milité et nous avons obtenu ces services liés à la santé, mais nous devons prouver les compétences. On ne va pas s'improviser éducateur thérapeutique du jour au lendemain. Ça doit passer. Beaucoup de nos confrères le font. L'éducation thérapeutique, on le fait. Mais là, si vous voulez, elle sera protocolée et rémunérée. Et dans ce cadre-là, il est fondamental de mettre en place des formations continues qui soient validées. Alors aujourd'hui, il y a des moyens. Parce que tout le monde dit, oui, mais c'est une usine à gaz. Comment ça va fonctionner? Comment un professionnel de santé pourra valider ses connaissances? Eh bien, il y a l'outil informatique et Internet qui permet au jour d'aujourd'hui, à travers le monde, d'avoir une formation, même à des milliers de kilomètres, avoir des formations complètes et même avoir des contrôles de connaissances sur ces formations-là. Donc, c'est un chantier énorme qui s'ouvre
et sur lequel il faudra trouver surtout les personnes ressources qui nous permettront de mettre ça en place tout en travaillant avec les laboratoires pharmaceutiques, mais en restant indépendants. Parce que quand on dit formation continue, nos pharmaciens en ont, avec les laboratoires pharmaceutiques qui sont parfois nos partenaires, mais qui pour autant ne peuvent pas rémunérer le pharmacien sur l'éducation thérapeutique. J'en ai hors de question. Ça doit être la sécurité sociale, ou sinon on se retrouvera dans d'autres dérives. Donc il faut mettre en place, et même le ministère du Travail était prêt à associer les laboratoires à travers des fonds, mais qui seraient gérés par la puissance publique, puisque souvent les laboratoires pharmaceutiques expliquent que dans la structure du prix du médicament, il y a non seulement le prix du produit, mais il y a aussi toute l'approche qu'ils font sur le diabète ou sur l'hypertension, etc. Ce sont des coûts annexes et ces budgets pourraient être demain captés par des autorités pour pouvoir justement mettre en place une formation continue de qualité. C'est un énorme chantier. Bon, en Algérie, on a la spécificité et l'avantage d'avoir aussi une catégorie hospitalo-universitaire au niveau de l'ordre, ce qui n'existe pas dans d'autres pays où souvent il y a les hospitaliers, mais pas les hospitalo-universitaires. En France, il y a deux universitaires qui sont désignés, qui ne sont pas élus. Nous en avons dans de nombreuses régions du pays, comme nous avons développé un peu trop de départements de pharmacie à travers le pays. Nous avons aussi des corps universitaires dans pratiquement toutes nos régions. Donc, il serait judicieux de leur confier cette mission, mais bien sûr, pour cela, il faut mettre un encadrement réglementaire qui soit précis, complet, et qui permette aux pharmaciens de pouvoir passer ce cap, pouvoir passer cette étape et de mieux prendre en charge les populations. Alors justement, vous ouvrez la porte donc de la question suivante en lien avec la e-santé. On est en 2018, en Amérique du Nord, en Asie, en Europe et dans un certain nombre de pays, on assiste à un développement assez important de la e-santé. Ne pensez-vous pas qu'à travers la loi, la nouvelle loi, ne pensez-vous pas que limiter la e-santé au dossier du patient soit un obstacle à son développement dans notre pays? Peut-on envisager des assises nationales sur la question en vue de leur intégration dans un cadre juridique? L'exploitation des TIC en matière de confidentialité, de sécurité de l'information. Donc ne pensez-vous pas que la limiter uniquement en 2018 avec la nouvelle loi au dossier du patient soit un obstacle au développement de la e-santé, alors que nous y sommes en plein dedans? Vous parliez à l'instant de le e-learning, la formation à distance, on parle de téléconsultation, de télétransmission, de consultation de sites web validés ou non pour obtenir des informations de santé, de partage d'informations. On assiste même sur le web de partage d'ordonnances de patients pour aider à en clarifier le contenu, parfois mal orthographié. Ne pensez-vous pas qu'il faille renforcer l'aspect juridique de l'utilisation de la e-santé? Oui, complètement. Ça doit même faire peut-être l'objet d'une loi complémentaire. Il ne s'agit pas simplement d'un décret, parce que là, c'est à la fois complexe, et je peux vous dire que même dans les pays développés aujourd'hui, les mises à jour qui sont faites réglementaires se font presque tous les semestres, puisque aujourd'hui, on se rend compte que le développement d'Internet et des nouvelles technologies, on n'en mesure pas encore les conséquences, et que demain, il y a beaucoup d'activités ou d'exercices médicaux pourraient être bouleversés par le développement de ces technologies. Par exemple, il est prévu que d'ici 3-4 ans, l'intelligence artificielle permettra de mieux interpréter une radio mieux que n'importe quel radiologue. Il y a des métiers ou des spécialités qui risquent de disparaître. Vous parlez de big data, on sait que Yahoo, Google investissent des milliards de dollars aujourd'hui pour constituer un big data sur la santé. Et que ça passera par des dispositifs comme des lentilles oculaires où tous les Yahoo développe ça, où toutes les constantes biologiques des malades seront prises systématiquement et sans arrêt, envoyées à leur médecin et surtout stockées chez eux, ce qui leur donnera le pouvoir sur les exercices médicaux. Beaucoup d'experts prédisent vraiment un bouleversement des rapports malades, praticiens et même un changement complet des rapports de force avec les laboratoires pharmaceutiques
dans les 10-15 prochaines années. C'est une véritable révolution que va emporter l'intelligence artificielle et l'e-santé dans la prise en charge de beaucoup de pathologies. Donc oui, on voit bien que notre loi est pauvre à ce niveau-là. Vous savez, il y a deux approches. Il y a des pays qui font une loi sanitaire. Et il y a d'autres pays qui font une loi pour chaque. Ils font une loi pour le médicament et la pharmacie, une loi pour la e-santé, une loi, et ça fait un code de la santé publique. Nous, malheureusement, on a pris le choix, parce que nous voulions réellement qu'il y ait une loi peut-être singulière et à part pour la pharmacie et le médicament. On est resté sur le même modèle d'une loi sanitaire, mais ça n'empêche pas de faire des modifications. Je rappelle que l'ancienne loi avait subi 6-7 modifications, et je suis persuadé que sur des chapitres comme la e-santé, l'État sera obligé de légiférer pour prendre en charge ces problématiques, d'autant que nous découvrons la 3 et la 4G, ce qui nous permet aujourd'hui de discuter entre nous à travers ce média, ce nouveau média, mais ça aura un impact réel à la fois sur notre économie, sur nos échanges, sur les relations même entre les pharmaciens et les praticiens, entre les malades et leur pharmacie. Parce que le code déontologie devra justement, le futur code déontologie, appréhender ces problématiques, mais il ne devra pas aussi ignorer les avancées technologiques qui apportent un meilleur service et une approche naturelle demain pour les usagers. Donc, nous ne pourrons pas tout interdire, mais nous devrons encadrer de manière fine ces différentes évolutions. Oui, c'est un véritable bouleversement qui nous attend. Oui, il faudra, plus qu'une modification de la loi, peut-être une loi propre à la licence. Très bien. Nous arrivons au terme de l'émission. Je vous laisse peut-être le mot de la fin, peut-être par rapport aux élections qui sont à venir. Oui, non, vous savez, les élections, on en fait tous les 2 ans et j'appelle toujours aux pharmaciens d'être plus nombreux candidats aux élections parce qu'on voit les chantiers qui arrivent sont des chantiers qui sont fondamentaux pour l'avenir du pays et pour la protection de la santé et pour notre avenir professionnel propre. Et donc, plus que jamais, on a besoin de compétences, on a besoin d'engagement. Donc oui, présentez-vous et travaillez. Mais au-delà de ça, ce que je voudrais dire, c'est que aussi le chantier qui nous attend est énorme, justement parce que, comme vous le précisiez, avec beaucoup du CEL tout à l'heure, beaucoup d'articles renvoient à la voie réglementaire. Donc il va nous falloir rédiger et travailler avec le ministère de la Santé sur de nombreux arrêtés réglementaires. Alors, ça va des installations d'officines, où il y a beaucoup d'enjeux, à l'organisation des gardes, aux psychotropes, au SUP, enfin, à tous les aspects qui concernent l'exercice d'officine, mais pas que, même ceux de la formation hospitalière ou de la biologie médicale et d'autres exercices de l'industrie et de la distribution. D'ailleurs, à ce sujet-là aussi, cette loi a apporté des modifications importantes sur la responsabilité pharmaceutique qui devrait normalement nous assurer une meilleure disponibilité du médicament, puisque clairement, aujourd'hui, les établissements pharmaceutiques devront avoir une territorialité en Algérie, puisque la décision d'enregistrement devra appartenir à un établissement pharmaceutique, mais pas simplement à un bureau de liaison, comme c'est le cas pour de nombreux laboratoires, qui donc du coup n'étaient pas responsables de l'indisponibilité des produits pharmaceutiques dans notre pays. Donc le mot de la fin, c'est beaucoup de travail nous attend. Nous continuerons à nous engager pour les plus anciens ou les plus jeunes, mais nous attendons beaucoup de l'engagement de l'ensemble de la profession, parce que ce n'est pas le rôle de quelques personnes, mais ça doit être la responsabilité de l'ensemble de la profession de s'inscrire dans cette mutation au service de notre profession, au service de notre pays, de la santé publique. Lotfi Ben Mohamed, merci pour votre très intéressante participation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Amis auditeurs, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine émission. Merci.